Après avoir aperçu un dauphin échoué suppliant de l'aide, une petite fille l'aide à retourner dans la mer, et le miracle qui s'ensuit laisse tout le monde bouche bée. Dans une petite ville côtière du sud de la France, où la mer garde de lointains souvenirs, et où la brise fait résonner les échos d'un passé ancestral, un événement singulier va sceller la rencontre entre l'innocence d'une enfant et la fragilité d'une créature marine. Capucine, une fillette au regard doux et au cœur grand ouvert, avait pour habitude de marcher pieds nus sur le sable au crépuscule, alors que le ciel s'illumine de couleurs chaudes et que les derniers rayons annoncent la fin du jour. C'est, au cours d'une de ces balades, qu'elle découvre un dauphin, échoué et visiblement à bout de force. Sa peau luisante semble avoir lutté contre la mer elle-même. Dans ses yeux, on lit un appel silencieux, comme si l'animal cherchait désespérément un être capable de saisir son angoisse. C'est alors qu'un lien presque mystique se noue entre la fillette et le cétacé. Un lien qui dépasse le simple instinct de vouloir sauver la vie de l'autre. Le soleil commençait déjà à disparaître au ras de l'horizon, peignant le ciel de touches oranges et pourpres. Capucine sentait encore la tiédeur du sable sous ses pieds nus, tandis qu'elle longeait la grève désormais déserte. Le vent marin emportait ses cheveux châtains en bataille et diffusait cette odeur caractéristique de sel et d'algues qu'elle aimait tant. Pour elle, c'était l'instant favori de la journée, celui où le monde semblait ralentir et où les secrets de la mer devenaient plus audibles à qui prenait le temps d'écouter. Ce soir-là, pourtant, un bruit inhabituel rompit l'harmonie du crépuscule. Un gémissement discret, à peine distinct, mais chargé de souffrance. Le cœur de Capucine se mit à palpiter. Guidée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas, elle se mit à courir dans la direction d'où provenait la plainte. Plus elle avançait, plus le son s'intensifiait, comme une supplique jaillie des profondeurs océanes. Un appel d'urgence lancé à qui voudrait bien entendre. La curiosité mêlée d'anxiété la poussait à accélérer encore le pas. En franchissant une légère ondulation dans le sable, Capucine s'arrêta net, le souffle coupé par le spectacle. Devant ses yeux, un dauphin, sa peau d'un gris soyeux et brillant, se débattait faiblement sur le rivage, prisonnier d'une étendue de sable où il n'avait pas sa place. Corps imposants habituellement si agiles dans les eaux profondes, il paraissait soudain, minuscule et vulnérable, livré à un élément qui n'était pas le sien. On lisait dans le sable tout autour les marques de sa lutte pour regagner la mer, comme un journal désespéré, retraçant ses tentatives pour survivre. Capucine sentit son souffle suspendu le temps d'un instant, qui lui parut infini. Ses yeux croisèrent ceux de l'animal. Ce fut une déflagration intime, comme si tout ce qui existait au-delà de cette rencontre s'effaçait soudain. Une passerelle invisible se tendit entre deux êtres différents, et pourtant si proches dans leur instinct vital. La fillette eut la sensation de recevoir l'angoisse du dauphin comme on reçoit une vague puissante. Elle perçut son effroi, la confusion, sa douleur d'être restée si longtemps au soleil, et surtout son appel muet d'une âme à l'autre. Elle sentit le pouls affolé du dauphin, l'épuisement dans chacune de ses convulsions, et le désir éperdu de retrouver son élément. Puis l'animal poussa un autre son, plus sonore, plus pressant, une combinaison de claquements et de sifflements qui vibraient non seulement dans l'air, mais jusque dans la poitrine de la fillette. C'était comme s'il avait compris que quelqu'un, enfin, se trouvait là pour l'aider, quelqu'un en mesure de déchiffrer son langage secret. Tout à coup, un mélange de compassion et de détermination s'empara de Capucine. Pressentant l'urgence, elle s'approcha avec prudence, ayant conscience que chaque seconde comptait. Dans le même temps, son ami Théo, qui la rejoignit en courant, affirma que la présence du dauphin n'était pas un hasard. Théo, 17 ans, connaissait chaque histoire et croyance du littoral. Il rappela que, selon les anciens de la région, l'apparition de telles créatures marines à proximité des plages était parfois porteuse de messages, un signe. Des esprits de la mer, disait-on. Très vite, la nouvelle se répandit parmi les habitants. Un dauphin était échoué près de la plage du phare et sa survie dépendait de leur intervention. Bientôt, un élan d'espoir emplit les ruelles de la petite cité portuaire, transformant ce qui aurait pu être un drame silencieux en grand moment de solidarité. « Ne bouge pas trop », murmura Capucine en avançant pas à pas, comme si elle se faufilait sur une surface de verre. « Je suis là. »
Je vais chercher de l'aide, je te le promets. » Sa voix était basse mais étrangement apaisante, et sembla envelopper l'animal d'une douceur rassurante. Le dauphin, l'œil rivé sur cette petite silhouette humaine, relâcha légèrement ses muscles. Capucine, la gorge nouée, sentit une immense responsabilité peser sur ses frêles épaules. Une vie dépendait des décisions qu'elle allait prendre dans les minutes à venir. Le cœur battant à tout rompre, elle recula de quelques pas et sortit son téléphone d'une petite sacoche qu'elle gardait toujours en promenade. Ses mains tremblaient quand elle composa le numéro de Théo, sa voix pourtant ancrée d'un sang-froid inattendu, tandis qu'elle l'informait de la situation. « Théo, j'ai besoin de toi tout de suite. Il y a un dauphin échoué sur la plage du phare, près des gros rochers. Il souffre beaucoup. » L'intonation sans appel de la fillette fit comprendre à Théo l'urgence de la scène. Moins d'un quart d'heure plus tard, qui sembla à Capucine durer une éternité, le jeune homme arriva en courant, essoufflé, les joues rougies. C'était un garçon mince et musclé, la peau hâlée par le vent et le soleil, et dont les yeux sombres trahissaient un lien profond avec le large. Il se figea en voyant le cétacé, partagé entre émerveillement et inquiétude. « C'est un grand dauphin !» lança-t-il en s'accroupissant près de l'animal, tout en gardant une distance de sécurité, sans doute un mâle adulte vu sa taille. Il a pu être surpris par la marée descendante ou perturbé par un bruit sous-marin inhabituel, peut-être le moteur d'un navire de fret trop bruyant. Il y avait dans ses paroles un calme expert, hérité de longues heures passées en mer avec son grand-père, l'un des plus anciens pêcheurs de la région. Théo retira son t-shirt déjà délavé par le sel et courut le tremper dans la mer. Puis il revint près du dauphin et posa délicatement le tissu humide sur son dos, afin de préserver sa peau du dessèchement. « Mon grand-père disait toujours, » reprit Théo d'une voix grave et respectueuse, « que si un dauphin s'échoue, de son plein gré, c'est qu'il porte un message des esprits des grandes profondeurs. Ce n'est pas un hasard que tu l'aies trouvé, Capucine. Il devait rencontrer tes yeux à toi. » Capucine, bouleversée, leva un regard inquiet vers le jeune homme. Quel genre de message? Celui du renouveau, de la renaissance. Les dauphins, on le dit, voguent entre le conscient et l'inconscient. Comme des guides, nous devons l'aider à retourner dans son monde. Tout en humectant la peau du cétacé, Théo passa aussitôt plusieurs appels aux connaissances et voisins. La nouvelle se propagea dans la ville à la vitesse du vent. Bientôt, la petite plage, déserte quelques heures plus tôt, se remplit de monde. Des pêcheurs, encore vêtus de leurs cirés sentant la marée. Des enfants curieux maintenus à distance par leurs parents. Des aînés qui observèrent la scène avec un air de sagesse mêlé d'une émotion palpable. Parmi ces habitants se trouvait Madame Constance, la doyenne du village, une vieille femme aux cheveux blancs et aux yeux couleur de mer, réputée pour détenir la mémoire vive de la région. Elle s'approcha de Capucine d'un pas lent, légèrement soutenu par une canne. Son visage marqué de rides était celui de quelqu'un qui avait consacré sa vie à écouter les marées parler. « Petite, tu es celle qui communique avec les enfants de la Grande Bleue, » dit-elle dans son accent ancien. « Il n'est pas étonnant que ce soit toi qui aies trouvé ce dauphin. » Lorsque la nouvelle gagna le reste de la ville, les autorités locales et des spécialistes affluèrent. Des biologistes, des vétérinaires et même des gardiens des coutumes maritimes vinrent observer le phénomène et discuter des mesures à prendre. Parmi eux se trouvait la docteure Isabelle, experte en biologie marine et grande protectrice de la faune océanique. À son arrivée, elle imposa d'emblée une organisation méthodique, mais montra aussi une empathie rare. Elle voyait au-delà du simple fait d'extraire un animal échoué. Selon elle, la rencontre entre Capucine et le dauphin revêtait une dimension symbolique. Cette fillette, encore sans le savoir, portait un message d'espoir pour la communauté tout entière. « Il faut manœuvrer avec précaution », expliqua la docteure Isabelle d'un ton posé. « Si nous nous précipitons, nous risquons d'aggraver son état. Et puis, il se pourrait qu'il y ait plus en jeu qu'un simple échouage. » Elle proposa que Capucine, soutenue par Théo et par les spécialistes, participe activement au sauvetage. La fillette communiquait en douceur avec le cétacé, lui murmurant des mots d'encouragement et le rassurant de ses gestes calmes. Les aînés, habitués aux légendes côtières, murmurèrent qu'en un tel instant, la mer elle-même semblait prendre part au rituel.
le clapotis des vagues, le murmure du vent, la lumière du soir encore tiède. Tout conspirait à créer une atmosphère où la raison scientifique et la foi ancestrale s'entrecroisaient pour guérir et ressusciter l'espoir. La plupart des voisins s'employèrent à aider, avec la discrète ferveur de qui accomplit une prière silencieuse. Les gestes de soin envers l'animal, les sourires échangés, l'attention portée à chaque détail. Chacun comprit l'importance de cet instant et se laissa gagner par l'envie de protéger ce dauphin, incarnant tout à la fois la vulnérabilité et la force de la nature. L'angoisse perçante qu'on pouvait lire au fond de ses yeux laissait peu à peu place à une sérénité nouvelle, comme s'il devinait qu'il n'était plus seul et que son sort importait réellement à tous. Un véhicule tout-terrain de l'université, alerté de l'incident, se gara non loin de la plage. 3 personnes en descendirent, portant du matériel et une sorte de grande piscine gonflable. La docteure Isabelle, en tête du groupe, scruta la scène d'un regard expert. En quelques instants, elle évalua la situation et interrogea la foule. Qui a trouvé l'animal? Capucine s'avança d'un pas hésitant, les mains jointes. Elle se sentait timide et fière à la fois. C'est moi, madame. Je l'ai trouvé il y a presque 2 heures. La biologiste inclina la tête vers elle, notant la façon dont la fillette gardait le dauphin humide et protégé. Tu as très bien agi. Quel est ton nom? Capucine, répondit la petite d'une voix à peine audible. Et voici mon ami Théo. Il connaît bien la mer et ses créatures. La docteure Isabelle s'agenouilla auprès du dauphin pour l'ausculter rapidement. Ses assistants commençaient déjà à installer la piscine gonflable, un peu à l'écart, en la remplissant d'eau de mer pour y plonger l'animal. Un mâle adulte manifestement en bonne santé à première vue, déclara-t-elle en relevant la tête. Pas de blessure apparente. Il a pu être désorienté par la pollution sonore, ou il a peut-être suivi un banc de poissons trop près du rivage. Puis elle se redressa et s'adressa à l'assemblée. Nous devons le remettre à l'eau dès que possible, mais avec méthode. Avant cela, il faut le stabiliser. Nous allons l'installer dans la piscine pour l'aider à reprendre des forces, puis nous organiserons sa remise en liberté. Madame Constance avança sa canne d'un air grave. Mais il y a plus que cela, docteur. Cet animal n'est pas là par simple caprice. Cette petite, ajouta-t-elle en désignant Capucine, a reçu un appel. Le dauphin l'a choisi. La biologiste, intriguée, voulut protester avant de se raviser. Elle posa les yeux sur Capucine et sentit en effet planer une aura particulière autour de l'enfant. Quelque chose qui ne s'expliquait pas uniquement par la science. « Vous avez peut-être raison », murmura-t-elle. « Certaines rencontres échappent à toute logique. Nous allons donc mêler la rigueur scientifique à d'autres sensibilités. » Elle se tourna vers Capucine. « Veux-tu nous aider? J'ai comme l'impression que ce dauphin réagit très bien à ta présence. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent. D'un espoir immense. « Bien sûr, je veux faire tout ce qu'il faut pour lui. Alors nous allons travailler ensemble, » conclut la docteure Isabelle, échangeant un sourire complice avec Madame Constance. L'opération de sauvetage s'accéléra. Les vétérinaires présents examinèrent l'animal tandis que les anciens gardaient un œil attentif sur chaque signe, pouvant indiquer un message des eaux profondes. Dans l'air flottait comme une vibration commune, comme si chacun avait le sentiment d'assister à un grand moment. Pour rendre la transition plus douce, un va-et-vient de seaux de mer commença. La piscine, déjà en partie remplie, devait maintenir l'eau à une température idéale pour la peau du dauphin. Finalement, quelques volontaires saisirent une grande bâche, puis soulevèrent l'animal avec précaution, en suivant les consignes. Le dauphin était lourd, et l'effort intense, mais c'est avec un visible soulagement que tout le monde le vit s'immerger à nouveau dans la petite piscine improvisée. Là, il reprit quelque vitalité, bougeant ses nageoires de façon plus assurée, comme s'il comprenait que cette eau, même artificielle, le rapprochait de son élément. Capucine, agenouillée près du bassin, laissa ses doigts effleurer la surface et la peau lisse du cétacé. Elle lui murmurait des mots que personne n'entendait. Théo, lui, rejoignit un groupe de pêcheurs pour débattre du lieu le plus sûr où relâcher l'animal, s'appuyant sur ses cartes mentales du littoral et sur l'expérience des aînés, pour choisir un point où les courants ne risqueraient pas de le ramener à la côte. La plage des Peupliers dispose d'une passe naturelle, conduisant rapidement vers le large.
expliquait-il en traçant un plan sur le sable. Les pêcheurs opinaient, ajoutant leurs remarques sur les marées et les bancs de poissons. La docteure, Isabelle de son côté, organisait la réhydratation du dauphin avec une solution adaptée. Un autre vétérinaire, la docteure Louise, appliquait un gel protecteur sur les yeux de l'animal et évaluait régulièrement son rythme respiratoire. « Il respire mieux maintenant », annonça Louise après un examen attentif. « Il répond à nos stimuli. Ce sont de très bons signes. » Madame Constance, quant à elle, s'était assise sur un pliant qu'on lui avait amené. D'autres femmes plus âgées du village l'avaient rejointe, certaines tenant discrètement des chapelets entre leurs doigts, d'autres formulant des prières muettes, en mélangeant traditions catholiques et anciennes croyances liées à la mer. L'obscurité tomba bientôt, obligeant l'équipe à allumer quelques lampes étorches. Les flammes dansantes projetèrent de longues ombres sur le sable, se réfléchissant sur la surface oscillante de la piscine gonflable. L'endroit prit des allures de sanctuaire éphémère, où la science rencontrait la dévotion profonde des gens du rivage. La docteure Isabelle réunit alors son équipe et les principaux volontaires pour décider de la suite. L'idée était de laisser le dauphin récupérer jusqu'au milieu de la nuit, puis de le transporter doucement jusqu'à un bateau de pêche aménagé pour la circonstance, afin de le relâcher en eau profonde. L'obscurité réduira son stress durant. Le transport, expliqua-t-elle. Nous nous assurerons qu'il ait retrouvé assez d'énergie pour nager de lui-même et qu'il ne se perde pas de nouveau. Capucine resta tout ce temps près du dauphin. Quelqu'un lui avait prêté une veste parce que le froid tombait, mais elle ne songeait pas à se plaindre. Sa main demeurait trempée dans l'eau, effleurant parfois la peau de l'animal, comme pour le rassurer. Par instants, le dauphin poussait un chant plus audible, un long sifflement, et la fillette sentait son cœur se serrer d'émotion. Dans ces sons, elle percevait une reconnaissance mutuelle inexplicable, comme si chacun de ces sifflements était un message personnel. Lorsque Théo la rejoignit, il remarqua les larmes brillantes qui perlaient sur les joues de la fillette. Mon grand-père disait que les dauphins sont les messagers des anciens dieux de la mer, qu'ils nous préviennent lorsqu'un grand changement est sur le point de se produire. Capucine essuya ses yeux, souriant faiblement. J'ai ressenti cela. Quand j'ai croisé son regard, c'était comme s'il me connaissait déjà, comme s'il était venu exprès pour moi. Peut-être bien que oui, répondit Théo en levant les yeux vers le ciel couvert d'étoiles, comme pour y chercher une confirmation silencieuse. Peut-être faisons-nous tous partie d'une histoire, plus vaste qu'on ne le croit. Ainsi, plus la nuit avançait, plus se confirmait l'idée que la rencontre de Capucine et du dauphin annonçait des changements dans le village, une renaissance pour eux tous. Au-delà de l'animal lui-même, la fragile fillette devint source d'inspiration. Elle avait, sans le savoir, provoqué un élan de solidarité rarement vu. Même ceux habituellement indifférents découvrirent combien un simple élan du cœur pouvait tout transformer. Ce dauphin, à la fois fragile et résilient, devint un emblème pour la communauté, rappelant combien la volonté de vivre et l'empathie humaine pouvaient triompher de toute fatalité. Les heures s'écoulèrent. Dans un balai de soins et d'observation, la faible vigueur initiale du dauphin se transforma en une envie de se débattre, signe qu'il reprenait force et détermination. Lorsque, vers minuit, la docteure Isabelle estima qu'il était temps de planifier son transfert, il régnait une atmosphère feutrée, mêlant concentration et foi. Un bateau de pêche, prêté par un habitant nommé Alain, avait été préparé. Un espace recouvert d'une bâche, rempli d'eau de mer, attendait le passager d'exception. Il suffirait de le conduire jusqu'au large, dans les parages de la passe naturelle que Théo avait indiquée. Qui monte à bord, s'enquit un pêcheur, regardant la docteure Isabelle. Elle se retourna vers Capucine, qui n'avait toujours pas quitté le bassin gonflable, la main posée sur le dauphin. « Je crois que nous connaissons déjà la réponse », murmura-t-elle avec un sourire. « Capucine, tu viens avec nous ?» Les parents de la fillette, arrivés sur place depuis un bon moment et la couvant d'un regard aussi fier qu'inquiet, acquiescèrent. Comment auraient-ils pu refuser à leur enfant la chance d'accompagner l'animal jusqu'au bout? Le transfert du dauphin dans la barque fut le moment le plus délicat. De nouveau, on utilisa la bâche comme brancard, et à 6 ou 8 mains, on souleva l'animal. À présent, il se montrait un peu plus vif, battant parfois la queue, ce qui,
compliquer la tâche tout en rassurant tout le monde sur son état. Madame Constance intervint d'une voix calme. « Parle-lui, Capucine. Apaise-le comme tu sais si bien faire. » La fillette s'agenouilla devant la tête du cétacé, effleurant son museau de sa paume. Ses cheveux bruns encadraient son visage, dissimulant ses lèvres qui murmuraient des paroles dans un souffle presque inaudible. Personne ne sut ce qu'elle dit exactement. Ce fut comme une brève prière, un secret échangé entre deux âmes complices. Plus tard, certains jurèrent avoir distingué une légère lueur entourant l'enfant et le dauphin, écho de la faible lueur des torches, sur l'eau peut-être, ou tout autre phénomène inexplicable. Quoi qu'il en soit, l'effet se révéla immédiat. Le dauphin cessa aussitôt ses mouvements, se tenant tranquille comme pour signifier son accord. Il se laissa emporter sans résistance jusqu'à la barque, où chacun l'installa avec une douceur infinie sur le lit humide, préparé à son intention. Il semblait comprendre le but de cette intervention, ou du moins en deviner la bienveillance. Alors, dans le silence nocturne, le moteur se mit en marche, et le petit groupe s'éloigna de la plage sous les applaudissements et les sourires émus de ceux qui restaient à terre. Sur le bateau, l'air était plus frais. Capucine s'assit, tout près de l'animal, le caressant de temps à autre, tandis que Théo surveillait la trajectoire sur les conseils d'Alain, le pêcheur. Le trajet dura une 40aine de minutes. Au moment où la docteure Isabelle déclara qu'ils arrivaient au lieu de remise en liberté, la lune se trouvait haut dans le ciel, ses reflets argentés dansant sur les vagues. « Il est temps de... Oh, le libérer !» dit-elle d'une voix émue. « Capucine, c'est le moment de lui dire adieu. » La fillette sentit sa gorge se nouer à l'idée de se séparer de ce dauphin qu'elle avait l'impression de connaître depuis toujours. Mais ce n'était pas de la tristesse qu'elle éprouvait, plutôt un sentiment d'achèvement. Elle comprenait que leur rencontre n'aurait jamais dû se prolonger. Ils venaient d'un autre univers, et l'essentiel était déjà accompli. « Tu sais ce que tu dois faire ?» ajouta Théo lui posant la main sur l'épaule. « Fais-toi confiance. » D'un geste sûr, les marins rapprochèrent le bord du bateau de l'eau et disposèrent la bâche en légère inclinaison, formant une sorte de rampe où le dauphin pourrait glisser et rejoindre la mer. Capucine se pencha doucement. « Retourne chez toi, murmura-t-elle, la voix serrée mais calme. Merci d'être venu jusqu'à moi. » Le dauphin poussa alors une suite de claquements, comme s'il répondait à son tour. Puis, d'un mouvement souple et précis, il se laissa glisser le long de la bâche et plongea dans l'obscurité marine. Un battement de cils plus tard, la surface retrouva son apparente tranquillité. Tous scrutèrent la nuit, le souffle suspendu. Il fallut quelques secondes avant qu'une silhouette grise n'émerge plus loin, se dressant à la verticale. L'animal, dans un ultime salut, sortit presque à mi-corps hors de l'eau, projeta un mince filet d'écume, puis s'enfonça définitivement sous la lune. Un silence impressionnant régnait sur le bateau. Les cœurs battaient à l'unisson d'une même émotion, celle d'avoir participé à quelque chose qui dépassait leurs simples existences humaines. Un vrai miracle, balbutia l'un des pêcheurs, se signant par réflexe. Un authentique miracle. La docteure Isabelle, qu'on savait pourtant rigoureuse, ne trouva rien à répliquer. Il existe des événements qu'aucune science ne saurait pleinement expliquer, des moments où l'invisible semble s'entrelacer, au tangible dans une chorégraphie aussi éphémère que bouleversante. Au petit matin, le groupe rejoignit la plage, accueilli par les acclamations et les embrassades de ceux qui avaient veillé toute la nuit. Ainsi s'acheva l'aventure du dauphin sauvé et de la fillette, dont la détermination avait contrecarré le destin de l'animal. Sauf que cette histoire n'était pas un point final. C'était plutôt le début d'une nouvelle ère pour le village tout entier. Les gens, marqués par ce qu'ils venaient de vivre, se mirent à regarder la mer et la vie d'un autre œil, à mieux percevoir la valeur de chaque existence. On se transmit l'histoire de Capucine et du dauphin comme une parabole moderne, capable de réveiller l'empathie et la responsabilité dans le cœur de tous. Dans les semaines suivantes, on créa des associations pour protéger les plages et la faune. Les pêcheurs s'efforcèrent d'employer des méthodes moins destructrices et prirent conscience des rythmes que la nature impose aux hommes. La docteure Isabelle, bouleversée par ce qu'elle avait ressenti cette nuit-là, institua un programme d'éducation marine pour que les enfants apprennent à respecter l'océan. Quant à Théo, il joua un rôle de passerelle entre la science et la tradition.
son lien intime avec la mer le rendant apte à dialoguer aussi bien avec les chercheurs qu'avec les pêcheurs les plus expérimentés. Capucine, sans la voir, cherchait devint un symbole, celui d'une compassion qui n'a pas besoin d'âge, d'une humanité prête à se mettre à genoux dans le sable pour recueillir un souffle en détresse. Même si elle se montrait timide dès qu'on la remerciait, elle savait au fond d'elle que ce dauphin avait changé sa vie, et pas seulement la sienne. 6 mois plus tard, certains marins jurèrent avoir croisé un dauphin très amical, venant parfois nager près de leur bateau, jouant autour des filets sans jamais rien abîmer, comme s'il veillait sur eux. Personne ne put dire s'il s'agissait du même dauphin, ni si c'était une coïncidence. Peu importait, l'essence du message demeurait la même. Nous sommes tous reliés dans un grand cycle où chaque acte de bienveillance peut résonner bien au-delà de ce qu'on imagine. Par un après-midi doux, Capucine retourna, seule près de la plage du phare, là où tout avait commencé. Assise, les pieds dans le sable, elle contemplait l'océan. La ligne où le ciel et l'eau se rejoignaient formait un horizon sans fin. Pendant un instant, elle crut apercevoir une forme grise bondir au large et replonger aussitôt. Son cœur s'emballa, mais elle n'eut pas besoin de preuves. L'important était de savoir que la beauté et la force de la compassion peuvent engendrer des miracles, et que chacun peut, à sa façon, faire partie de ces miracles au quotidien. Ainsi, le souvenir du dauphin échoué et de la fillette qui l'avait sauvé prit place dans la mémoire collective comme un récit inspirant. On en parla comme d'une histoire de foi et de courage, mais surtout comme d'une démonstration éclatante. Dans les heures les plus sombres où tout semble perdu, la lumière de l'empathie peut illuminer la route, et un simple geste de solidarité peut infléchir le destin de ceux qui, un jour, choisissent de tendre la main.